Écoutez, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Christophe Botters, donc je suis professeur au CHU, donc pas loin d'ici, et je travaille depuis maintenant pratiquement plus de 20 ans aussi ici à l'Institut Pasteur en collaboration donc avec Florence Pinet qui vous parlera de nos sujets de recherche. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'insuffisance cardiaque. Et donc essentiellement, moi je vais vous parler de la problématique clinique de l'insuffisance cardiaque, et puis après donc on discutera de toutes les recherches qui sont en cours ici à Pasteur sur cette pathologie. Alors d'abord un petit mot d'introduction. Je pense que c'est peut-être pas un terme qui vous est inconnu. Je pense que l'insuffisance cardiaque c'est quelque chose dont on entend parler beaucoup parce que c'est une maladie qui est fréquente et qui pose des problèmes de traitement. Donc en pratique, qu'est-ce que c'est qu'avoir une insuffisance cardiaque? Eh bien c'est avoir un cœur qui n'est plus capable de faire face donc aux besoins normaux de l'organisme, tout simplement parce que ce cœur il a grossi, ou il est à capacité de contraction, donc qui a diminué. Donc c'est une pathologie très fréquente, une pathologie qui est évidemment plutôt plus fréquente chez les personnes qui ont un certain âge que chez les gens jeunes, mais ça peut survenir aussi chez les enfants en fonction des pathologies. Donc vous avez sur cette image un exemple d'une radiographie toute simple, comme on faisait déjà il y a 50 ans et qu'on continue de faire encore, une radiographie du thorax sur laquelle vous voyez au centre donc la partie blanche qui est l'ombre cardiaque, qui dans ce cas-là est évidemment beaucoup trop grosse par rapport à ce qui est attendu. Donc là, vous avez un cœur d'une personne qui a une insuffisance cardiaque évoluée. Ça prend la place dans le thorax et donc ça remplit une position qui normalement est réservée aux capacités pulmonaires. Donc cette radiographie témoigne d'une insuffisance cardiaque qui est déjà une insuffisance cardiaque qu'on peut dire évoluée. Donc un mot, parce qu'on va discuter après de certaines formes d'insuffisance cardiaque concernant la recherche, donc peut-être un mot qui vous est utile pour savoir les causes d'insuffisance cardiaque. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet, on pourrait en parler pendant très très longtemps. Il y a évidemment beaucoup plus de causes que ce qui est listé sur cette diapositive, mais vous avez ici pratiquement les grandes causes d'insuffisance cardiaque, tout au moins dans un pays comme le nôtre. Il y a d'abord des causes qui sont liées à une maladie du muscle en elle-même, c'est-à-dire que le cœur c'est un muscle. Si le muscle a une capacité contractile qui diminue pour diverses raisons, eh bien vous pouvez voir se développer de l'insuffisance cardiaque. La deuxième grande cause sont les maladies des valves cardiaques. Là, je pense que vous avez déjà aussi entendu parler de ça. Ces valves sont les petites portes qui se situent entre les cavités cardiaques et entre le cœur et les vaisseaux. Et donc, quand celles-ci sont malades, qu'elles soient rétrécies ou qu'il y ait des fuites au niveau de ces valves, on peut se développer donc de l'insuffisance cardiaque parce que le cœur ne fonctionne plus normalement. Et la dernière des causes, c'est celle que je vais beaucoup discuter avec vous aujourd'hui parce que c'est probablement la plus fréquente, tout au moins dans la région, et c'est aussi celle qui est à la base de nos études, donc avec le docteur Pinet. Donc ce sont les maladies des artères du cœur, ce qu'on appelle l'athérosclérose, donc ces rétrécissements sur les artères qu'on appelle les artères coronaires, et en particulier donc une complication grave de cette atteinte des artères coronaires qui est la survenue de ce qu'on appelle un infarctus du myocarde. Donc on va rediscuter un petit peu de ces termes, et vous allez comprendre qu'à la base de l'insuffisance cardiaque se situe souvent donc un infarctus du myocarde de taille plus ou moins importante, mais souvent importante pour entraîner ces problèmes de fonctionnement du cœur. Alors ça, on montre ça aux étudiants. Souvent, ils doivent savoir ça par cœur normalement pour commencer leurs études de médecine. Après, on a le droit d'oublier un peu, mais pas trop quand on est cardiologue. Donc ça, c'est en fait une vue un peu imagée de ce qu'est un cœur. C'est très simplifié. Vous avez la partie blanche donc, qui correspond au muscle en lui-même, et puis vous avez le gros vaisseau qui part vers le dessus, qui est l'aorte, qui est le vaisseau qui distribue le sang dans l'organisme. Et vous voyez qu'il y a deux petites artères qui partent du début de l'aorte, qui sont les petites branches qui vont se ramifier autour du cœur. Ces branches sont extrêmement importantes, c'est ce qu'on appelle les artères coronaires. Donc les artères coronaires sont les artères qui sont comme toutes les artères de l'organisme, mais elles ont une grande particularité, c'est qu'elles nourrissent le cœur. Donc elles nourrissent la pompe qui elle-même va pomper le sang dans tout l'organisme. Dès qu'il y a une pathologie qui se développe dans les artères coronaires, ça peut retentir sur le fonctionnement du cœur en lui-même.
Donc il y a au moins 2 artères coronaires qui sont connues. Je passe sur les noms, mais il y en a une qui part sur le côté devant le cœur et une autre qui nourrit plutôt la partie inférieure du cœur. C'est des petites choses, hein. Le cœur n'est pas plus gros que mon poing, votre cœur, et les artères coronaires dont on parle sont des choses qui font à peu près 2 à 3 mm de diamètre. Donc ce sont des grosses allumettes. Mais vous savez aussi que les cardiologues ont des moyens maintenant d'en faire des images par des techniques assez précises et même d'intervenir, on va en parler un peu, à l'intérieur de ces petits vaisseaux quand c'est nécessaire. Alors, quelle est la maladie dont on parle? Quelle est cette maladie qui va être le point de départ de cette maladie des artères coronaires et qui après va entraîner l'insuffisance cardiaque? Donc c'est une maladie que vous avez peut-être entendu, peut-être ce mot déjà, donc c'est le mot d'athérosclérose. On disait avant artériosclérose, athérosclérose comme je l'ai écrit, c'est probablement plus adapté. Donc c'est une maladie qui débute souvent très tôt dans la vie des sujets, parce que ce n'est pas encore des malades à ce stade-là. Bien des personnes qui ont 20-30 ans, qui sont en parfaite santé, ont un début déjà d'athérosclérose, et puis ça évolue sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et à un certain moment, il va y avoir possibilité de complications. Donc ce que vous avez là sur cette vision, donc c'est une artère avec la partie qui reste ouverte sur le côté droit de la diapositive, et puis à l'intérieur, vous voyez ici, toute cette zone qui a été occupée par un tissu qui est à la base du cholestérol et puis d'autres cellules qui se sont développées dans la paroi de l'artère et qui va tendre à la rétrécir, cette artère. Donc entraîner ce qu'on appelle un rétrécissement. Il y a tout le monde ne fait pas de l'athérosclérose au même niveau, certains en font beaucoup plus que d'autres, surtout certains en font plus tôt que d'autres. Et ces choses, on a pour expliquer cette différence d'évolutivité, donc il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui associent plusieurs facteurs de risque et qui ont donc des formes plus évolutives d'athérosclérose. Les facteurs de risque qui sont les plus connus actuellement, là encore, ils sont sur cette diapositive. Je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà un peu, surtout si vous avez dans vos proches des personnes, il y en a beaucoup qui ont déjà eu ce type de maladie. Donc les grands facteurs de risque qui expliquent le développement de l'athérosclérose et donc de la maladie des artères coronaires, c'est le tabac, c'est évidemment un pourvoyeur important, l'hypercholestérolémie, on en reparlera peut-être un peu aussi, l'hypertension artérielle, donc ce sont des choses qui s'associent potentiellement et qui ont des effets délétères. Et puis ensuite, le diabète, l'obésité, donc l'obésité, la surcharge de poids. Et puis ce qui va un peu avec l'obésité, souvent, c'est la sédentarité. Donc des personnes qui ont une activité physique qui n'est pas aussi importante qu'elle devrait l'être. Donc on appelle ça les facteurs de risque. Et ça va développer donc, le risque d'athérosclérose. Ça va entraîner le développement de ces plaques dans les vaisseaux. Alors, ouais, je vais vous montrer quelques vues de radiographie des artères coronaires. Je vous avais dit c'est tout petit, hein, c'est 3-4 mm maximum à l'endroit où c'est le plus gros de diamètre. On est sur ce qu'on appelle des coronarographies. Donc les cardiologues vont aller injecter à l'intérieur de l'artère coronaire, peut-être certains d'entre vous en ont déjà eu ce type d'examen, sous anesthésie locale, donc un produit qui est opaque au rayon X et on voit très très bien, donc très facilement, l'intérieur des artères coronaires. Et ce que vous avez à voir sur cette vue-là, c'est essentiellement qu'à l'endroit où il y a une petite flèche où il est marqué sténose coronaire, il y a effectivement un rétrécissement. Ça, il faut le comprendre, eh bien, c'est parce qu'il y a eu dans la paroi de l'artère, comme je vous le montrais avant, le développement d'une plaque d'athérome suffisamment importante pour finalement rétrécir la lumière du vaisseau et faire qu'il y ait cet aspect effilé de l'artère qui est très rétréci à cet endroit-là. Donc ça va gêner, lorsque ça va devenir serré, le passage du sang. C'est-à-dire qu'on va avoir un passage de sang qui va être moins possible parce que le tuyau est rétréci. C'est simplement de la physique toute simple et on peut comprendre ça facilement. Ce qui est aussi important à comprendre, c'est que quand on a ce type de rétrécissement, même très serré, eh bien, on peut être très bien quand on est au repos. Parce que quand on est au repos, le cœur fonctionne de manière assez économe, j'allais dire. Mais le cœur, il est prévu pour pouvoir fonctionner dans des capacités d'exercice physique assez importantes. Et à ce moment-là, il va augmenter son travail très fortement. Il va avoir besoin d'augmenter le débit dans les artères coronaires pour se nourrir plus fort, si je suis clair. Et donc, ces patients qui ont des rétrécissements sur les artères coronaires
vont avoir un débit sanguin normal au repos, mais ils ne vont pas être capables d'augmenter leur débit sanguin coronaire lorsqu'ils vont faire de l'effort. Et donc, très souvent, il va y avoir développement d'une symptomatologie à l'effort, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle l'angine de poitrine, ce qui est décrit par les personnes qui ont ce type de problème comme une espèce de crampe, une douleur ici derrière le sternum. Donc l'angine de poitrine s'explique parce que le cœur fonctionne très bien au repos, mais dès qu'on lui demande un effort, il est plus capable d'accélérer son passage sanguin. Donc ce type de rétrécissement, c'est plus une symptomatologie récurrente à l'effort. C'est pas ce qui cause, c'est pas ça qui est associé forcément à l'infarctus du myocarde. Et c'est un peu ce que je voulais dire, c'est pour ça que j'ai intercalé une diapositive à ce stade, c'est que si ça en restait là, eh bien on arriverait à gérer. C'est-à-dire que ça serait une maladie qui resterait relativement bénigne, parce que, évidemment, on pourrait intervenir sur ces artères, mais en tout cas, on n'aurait pas la crainte de la grosse complication de cette maladie coronaire qu'on va discuter maintenant, qui est l'infarctus du myocarde, qui est quelque chose de différent du rétrécissement, puisque l'infarctus du myocarde, vous allez comprendre très vite, ce n'est pas une artère simplement rétrécie, c'est une artère qui est totalement bouchée, complètement à 100%. Alors pourquoi ça se bouche? Bon, je suis désolé, hein, c'est des photos un peu spectaculaires, mais c'est fait pour vous marquer aussi l'esprit, pour qu'on comprenne. Ça se bouche parce qu'il y a au niveau de la plaque d'athérome une complication qui se passe. Cette belle plaque d'athérome jaune que je vous avais montrée au départ, elle va se casser, se fissurer, et donc il va y avoir un point d'appel à la formation d'un caillot de sang à l'intérieur de l'artère coronaire. Donc ce caillot de sang va entraîner progressivement une occlusion, et donc l'artère va se boucher complètement parce qu'il va y avoir sur la plaque d'athérome donc cette fracture et cette rupture de la plaque. Je crois que j'ai une autre image ici qui est encore plus importante, puisque dans ce cas-là, l'artère coronaire, vous le voyez, c'est un peu comme ça qu'il faut imaginer les choses, elle est complètement remplie donc par un caillot, et dans ce cas-là, le sang ne passe plus, c'est-à-dire qu'il y a une obstruction complète du vaisseau, et vous comprenez que derrière ce vaisseau, à l'endroit où le muscle était nourri par ce sang, eh bien, il va se passer des choses, et il va se passer ce qu'on appelle un infarctus du myocarde. Donc on peut, quand on fait des coronarographies aux patients, on voit très très bien cette situation d'infarctus. Là, je vous montre une coronarographie qui est réalisée en urgence lors d'un infarctus du myocarde. Donc on fait évidemment, pour avoir une action thérapeutique, très souvent des coronarographies en urgence dès lors qu'il y a un infarctus qui survient. On essaye d'aller très vite, dans le quart d'heure, dans la demi-heure, pour pouvoir déboucher l'artère aussi vite que possible. Mais là, vous avez la première image qui est réalisée au moment de cette occlusion, et on voit bien que l'artère est totalement bouchée. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'un simple rétrécissement, on parle là d'une occlusion totale, avec les conséquences d'amont qui sont l'ischémie du muscle, et après la nécrose potentielle de toute la partie qui est derrière ce vaisseau. Donc c'est vraiment le mot-clé, c'est-à-dire que le passage du sang est impossible. Même au repos, là, les patients en général ont une symptomatologie qui est extrêmement brutale. C'est complètement différent, ce n'est pas du tout des douleurs à l'effort. Ce sont des personnes qui d'un seul coup ont une douleur dans la poitrine qui va survenir au repos, parfois la nuit, à n'importe quel moment, et qui ne va pas passer, qui va pas avoir tendance à diminuer, qui va plutôt avoir tendance à se majorer et à persister. Donc ça nécessite l'appel de, vous le savez ici dans notre région et en France en particulier, de faire le 15, appeler le SAMU, donc pour se rapprocher très vite d'un centre cardiologique. Donc ça, c'est l'infarctus du myocarde, c'est la nécrose du muscle cardiaque. Donc cette nécrose, quand elle survient, ça dépend de l'endroit où vous avez... C'est toujours une malchance de boucher une artère coronaire, de faire un infarctus, mais on le sait bien, dans nos patients, il y a ceux qui font un petit infarctus et ceux qui font un infarctus de taille plus importante. Il vaut toujours mieux, évidemment, faire un infarctus de taille modérée, parce que le cœur va être capable de l'assumer, de compenser beaucoup plus facilement que si l'infarctus est de taille importante. Donc ça dépend de l'endroit où ça se passe sur l'artère coronaire. Il vaut mieux que ça se passe plutôt au bout de l'artère coronaire, tout au bout, plutôt qu'à son départ, parce que si ça se passe au départ, comme la photo que je vous avais montrée avant, où il y avait une occlusion très proximale, juste au début de l'artère, c'est beaucoup plus grave, parce que la zone qui va souffrir va être plus importante. Donc là, vous avez un exemple d'un infarctus qui est survenu donc sur ce cœur, sur ce schéma. C'est un infarctus qui est déjà de taille assez importante, puisque vous voyez toute la partie qui est rose sur la diapositive, c'est la partie qui va ne plus être capable de
vivre, en fait. L'infarctus, c'est une nécrose d'un muscle avec des cellules musculaires qui vont donc mourir en quelques heures et être remplacées après par une cicatrice fibreuse. Donc ça va être quelque chose qui va permettre au cœur de rester à peu près en forme, mais il aura perdu sa capacité de se contracter à cet endroit-là. Donc il va perdre sa capacité de force, de contraction, il va perdre sa fonction. Donc globalement, c'est le point de départ de toutes les complications dont on va vous parler ce soir. J'ai mis ça à part, mais souvent on me pose des questions un peu plus thérapeutiques, donc sur comment faire pour gérer tous ces problèmes. Donc simplement pour aller très vite, donc il y a maintenant des moyens d'éviter que l'infarctus soit de taille trop importante, et en particulier, donc je vous disais qu'on faisait rapidement une coronarographie très très vite dans ces situations, et donc on est capable, avec les moyens modernes, d'aller dans les artères coronaires, de glisser des ballonnets, ce qu'on appelle des stents, de mettre ces stents en place pour ouvrir l'artère et limiter la taille de l'infarctus. Si on intervient très vite, en 1 heure, 1 heure et demie, après le début de la douleur, eh bien on va pouvoir éviter que la nécrose soit complète. Et donc on transforme un infarctus qui potentiellement aurait été très grand en un infarctus qui est moyen. Et ça va jouer un rôle important sur le risque d'insuffisance cardiaque par la suite. Je crois que j'ai une image aussi pour vous montrer à quoi ça correspond en réalité. Ben voilà, typiquement un patient sur la partie gauche de la diapositive qui a un infarctus en phase aiguë. Donc la coronarographie est faite immédiatement et on voit bien que sur toute la partie supérieure de la diapositive, il manque quelque chose. Le vaisseau n'est pas là, le vaisseau est occlu par un thrombus. Et très rapidement, donc, il y a un stent qui est posé à l'intérieur du vaisseau. C'est la partie droite de la vue. C'est la même personne, c'est le même patient. Simplement, ça, c'est juste à l'entrée et ça, c'est 10 minutes après. Et donc, vous voyez que quand on a posé le stent sur l'endroit où c'était tout à fait bouché, eh bien, on est capable de rouvrir ce vaisseau. Le sang passe de nouveau et donc le muscle ne souffre plus à partir de ce moment-là. Le vrai problème, c'est le délai qu'il y a eu entre le moment où on a pu faire l'intervention et le début de la douleur, le début de l'infarctus. Comme je vous le disais avant, ça va vite, hein, au bout de 6 heures, 12 heures maximum, donc un infarctus est totalement constitué. Ce type d'intervention n'a plus beaucoup d'efficacité quand il est fait trop tard. Donc il faut le faire vraiment en très grande urgence. Donc au plus vite on ouvre, au moins la taille de l'infarctus sera importante. Donc, qu'est-ce qu'on sait maintenant donc, en 2016 de cet infarctus et de l'insuffisance cardiaque en conséquence? Donc, c'est que c'est une pathologie qui s'est quand même améliorée en pronostic beaucoup, mais c'est une pathologie qui reste relativement fréquente, très fréquente on peut dire. Donc, les traitements ont fait de très gros progrès. Il faut parler de chiffres, hein. Je sais bien que ça ne s'applique pas à une personne en particulier, c'est plus sur des grandes séries de patients qu'il faut raisonner, mais donc le risque de décéder d'un infarctus est maintenant très réduit quand on est pris en charge rapidement. Donc on estime que c'est moins de 5% des patients qui sont hospitalisés, même s'il y a encore tout ce problème des personnes qui n'arrivent jamais à l'hôpital parce qu'ils n'y vont pas très vite et puis ils ont des complications avant de nous arriver dans les hôpitaux. Néanmoins, donc, les progrès sont incontestables. Et donc, les patients qui ont ce type d'infarctus, ils sortent au bout de quelques jours de l'hôpital. C'est relativement bref maintenant, nos hospitalisations, 2-3 jours, quelquefois un peu plus. Mais ils sortent avec des séquelles au niveau de leurs muscles cardiaques qui sont variables, qui sont variables en fonction donc, de la taille de cet infarctus. Il y a une hétérogénéité importante dans les conséquences des infarctus du myocarde. Et ça va donc gouverner le risque d'insuffisance cardiaque par la suite. Donc pour revenir donc sur ce problème d'insuffisance cardiaque, post-infarctus, dans la suite d'un infarctus, donc elle concerne évidemment, vous l'avez bien compris, surtout les patients qui ont fait un infarctus de taille importante. Elle va être liée à un phénomène qu'on appelle le remodelage. Je pense que Florence va vous utiliser ce terme, remodelage du cœur, remodelage cardiaque. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cœur, dans les mois qui suivent l'infarctus, il va avoir tendance à se dilater progressivement. Il va devenir plus gros. Et ça va à terme donc aggraver l'évolution vers l'insuffisance cardiaque. Donc on peut suivre ce type de dilatation du cœur par des examens. Les cardiologues font des échographies du cœur avec des appareils d'échographie, vous le savez. Et ça permet de mesurer la taille des cavités et la fonction du cœur.
Donc cette insuffisance cardiaque post-infarctus, ce remodelage post-infarctus, c'est une complication qui est quand même à considérer comme quelque chose de très sérieux, qui nécessite des traitements qui peuvent être importants, l'insuffisance cardiaque, et aussi une surveillance qui, elle, est régulière. Donc ça concerne, loin de là, ce n'est pas tous les malades qui font un infarctus, mais ceux qui font une insuffisance cardiaque après un infarctus sont des personnes qui nécessitent plus de soins que ceux qui n'en font pas. Donc voilà un exemple de ce qu'on appelle le remodelage du cœur. Donc vous avez, bon, c'est des schémas, hein, on a fait ça, on utilise très souvent ces schémas avec Florence, mais c'est pour expliquer. Donc à gauche c'est l'infarctus, donc la partie rouge c'est la partie qui va mourir de l'occlusion de l'artère. Et puis au bout de quelques jours déjà, vous voyez, le cœur a tendance à se dilater. Et d'ailleurs la partie de l'infarctus en rouge devant le cœur, elle a tendance à s'affiner un petit peu, elle devient plus fine, parce qu'il y a une mort donc des cellules à cet endroit-là. Et puis quand on se place à quelques mois après, c'est ce qu'on a complètement à droite, vous voyez que le cœur a déjà sensiblement grossi, et donc il est déjà dans la phase où il évolue vers l'insuffisance cardiaque parce que l'infarctus initial était important. Si je vous avais dessiné un tout petit infarctus sur la partie gauche, eh bien le cœur il serait resté comme il était à gauche, il n'aurait pas eu cette tendance à la dilatation et à l'évolution vers l'insuffisance cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre équipe? D'abord, Florence vous le réexpliquera, donc on essaye toujours de partir de situations cliniques. Donc, on associe dans l'équipe donc des chercheurs qui ont leur objectif de trouver des réponses à des questions scientifiques, mais aussi des médecins qui donc se posent des questions pour les patients, et on essaye de faire combiner tous ces objectifs. Donc, il y a, parmi les choses que l'on souhaite faire, celle de trouver des marqueurs, on appelle ça des biomarqueurs parce que ce sont des marqueurs qui se trouveraient dans le sang, sur une simple prise de sang, et qui pourraient permettre de prédire l'évolution des patients vers l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire de mieux savoir au moment de l'infarctus, ou tout au moins relativement tôt après l'infarctus, les patients qui risquent de développer de l'insuffisance cardiaque et ceux qui sont plutôt à très faible risque, de manière à mieux les surveiller, les traiter préventivement, les prendre en charge. Donc c'est un peu, si je puis dire, un peu d'anticipation sur des dosages sanguins pour savoir ce qui risque de se passer, même si c'est jamais une science totalement exacte, et donc améliorer les possibilités thérapeutiques. Et ce qui nous intéresse donc, c'est deux choses. C'est après un infarctus de taille importante, prédire l'évolution vers la dilatation du cœur, vers le remodelage. Et puis on a une autre thématique dont Florence vous parlera aussi, sûrement, c'est pour des patients qui sont déjà avec une insuffisance cardiaque importante, donc qui ont déjà une insuffisance cardiaque qui est caractérisée, connue par les cardiologues, eh bien on veut appliquer la même stratégie avec des biomarqueurs pour savoir ceux qui vont avoir une possibilité de s'aggraver et ceux dont on sait que la situation va rester stable. Et là encore, ça nous permet de mieux choisir les traitements et de mieux surveiller ceux qui sont à plus haut risque. Donc les questions, c'est ça, c'est une prise de sang peut-elle prédire le risque de remodelage cardiaque, le risque de dilatation du cœur durant l'année après l'infarctus? Est-ce qu'on peut anticiper ça ou est-ce qu'il faut simplement attendre que ça se passe? Est-ce qu'on peut le savoir à l'avance? Et donc dans ce cas-là, l'étude que l'on a réalisée et dont Florence vous parlera, c'est une étude sur un certain nombre de patients, un grand nombre de patients qui ont eu un certain nombre d'échographies cardiaques lors d'une année après un infarctus. Donc on a mesuré l'évolution des ventricules et on a réalisé plusieurs prélèvements sanguins pendant toute cette phase d'évolution. Donc on a à disposition pour faire de la recherche à la fois la caractérisation du remodelage. Il y a des patients qui remodèlent beaucoup et d'autres qui remodèlent beaucoup moins. Et on a des échantillons sanguins qui correspondent à toutes ces situations. Et on peut donc comparer, chercher des marqueurs qui se trouvent plutôt dans une situation que dans une autre. L'autre étude qu'on utilise aussi assez souvent, donc c'est la deuxième question, c'est des patients qui ont déjà de l'insuffisance cardiaque, tous, et qui sont suivis donc à l'hôpital cardiologique à Lille, et pour qui on a aussi un prélèvement sanguin. Et donc on essaye, en les suivant pendant de nombreuses années, en voyant ceux qui ont des complications, ceux qui n'en ont pas, de pouvoir anticiper le risque de complications dans ce type de situation par des marqueurs, des biomarqueurs dont on va discuter après.
Alors à ce stade, on a discuté évidemment avant une réunion comme celle de ce soir, où on parle un peu, on réfléchit à ce qu'on va dire, un peu. Et donc avec Florence, on s'est dit quel va être le sujet et qu'est-ce qui pourrait intéresser donc, les personnes qui seront là. Donc évidemment, donc, ce que je vous ai déjà dit, c'était pour ouvrir un peu le débat, mais il y avait un point qu'on s'est dit qui pourrait vous intéresser, c'est finalement la recherche clinique, c'est assez théorique, mais peut-être qu'un jour, si l'un d'entre vous est hospitalisé pour une maladie comme ça ou une autre, on vous proposera de participer à des essais de recherche clinique. Et donc je voulais vous expliquer d'abord que c'était important, et puis d'autre part que ce n'était pas forcément des choses extrêmement difficiles de participer à des études comme ça. Donc quand on propose la participation à un patient à une étude, vous allez voir, il y a plusieurs centaines, voire quelques milliers de personnes à l'hôpital cardiologique qui ont participé à ces recherches. Eh bien voilà ce qu'on explique. Moi, si j'avais à discuter avec l'un d'entre vous après un infarctus, donc on resitue la situation. Évidemment, vous venez d'être hospitalisé pour un infarctus, tout va bien, mais après, il va falloir avoir un suivi qui va être nécessaire avec votre cardiologue ou avec nous. Il faut pouvoir expliquer la problématique de la recherche. C'est ce que j'ai essayé de faire avec vous dans les minutes qui précèdent. Mais donc, on expliquerait que ça pourrait être utile de disposer d'un marqueur biologique nouveau, parce qu'il n'est pas encore disponible maintenant, qui permettrait de prédire l'évolution, de savoir ceux qui vont faire de l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est le but de la recherche. On vous expliquerait aussi que l'on organise à l'hôpital cardiologique en collaboration donc avec d'autres structures de recherche, et en particulier donc avec l'Institut Pasteur, une recherche sur des nouveaux biomarqueurs. On vous dirait aussi que c'est probablement, c'est ça qui vous importerait beaucoup, que votre prise en charge, elle ne serait pas modifiée du tout par cette recherche, qu'on vous traiterait de la même manière exactement, qu'il n'y aurait pas de risque surajouté par la recherche, que ça serait simplement potentiellement une prise de sang en plus, éventuellement une échographie en plus, mais ce sont des examens qui sont sans aucun risque. Donc c'est des choses importantes à considérer. Et puis à la fin, évidemment, comme en toute recherche, on vous dirait que vous êtes absolument libre d'accepter ou de refuser ce type de recherche, et que si vous le refusez, on continuera bien entendu de vous prendre en charge de la même manière. Donc quand on propose des participations à des études de ce genre, eh bien on a en général dans la région un pourcentage d'acceptation de ce type de recherche qui est assez bon. C'est jamais 100%, parce qu'il y a quand même toujours des contraintes, mais souvent on arrive à avoir un pourcentage élevé de patients qui acceptent de participer. En tout cas, c'est extrêmement important d'accepter si jamais un jour ce sont des choses qu'on vous propose, et si c'est des études tout à fait raisonnables, parce que c'est ça qui fait l'avancée de la qualité des soins. Il n'y a pas de progrès sans recherche. Si vous faites un jour un infarctus, si vous connaissez quelqu'un qui fait un infarctus et qui risque de faire de l'insuffisance cardiaque, son risque est bien moindre maintenant qu'il y a 30 ans. Si je vous dis ça, vous allez me dire, bah, c'est évident. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Eh bien, c'est comme ça parce qu'il y a eu de la recherche depuis 30 ans. Il n'y aurait pas eu de recherche depuis 30 ans ou 40 ans. Vous seriez traité, je serais traité de la même manière qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Aucune raison que des traitements arrivent par hasard. Donc, tous les traitements qui existent actuellement en cardiologie, tous, pratiquement tous, ont été améliorés donc, par donc ces procédures de recherche. Et donc pour conclure, je vais vous montrer une petite... C'est un cas fictif, totalement fictif, je l'ai inventé hier, mais il pourrait exister parce que ce sont des situations que j'ai vécues, puisque moi j'ai commencé à être cardiologue en 1984, donc ça fait 32 ans. Donc à l'époque, donc, je me souviens très bien de ce qu'était une maladie coronaire, et je connais aussi ce qu'est une maladie coronaire maintenant. Donc je peux apprécier la différence en 32 ans d'évolution. Donc imaginons cette situation. En 1984, donc, c'est un patient de 70 ans. Moi, je me doutais bien que j'allais être dans la tranche d'âge de certains dans la salle, et donc que ça allait potentiellement être quelque chose qui allait avoir un impact. Donc présente un infarctus du myocarde, de taille importante. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était évidemment mieux de faire un petit infarctus qu'un gros, mais bon, là, c'est pas de chance. Il présente en 1984 un infarctus de taille importante. Il est hospitalisé chez nous à l'hôpital cardiologique de Lille. Des gens comme ça, j'en ai vu des centaines dans ces années-là. Après 3 semaines d'hospitalisation, c'était pas comme maintenant en 1984, 3 semaines d'hospitalisation, le patient retourne à son domicile, mais il demeure très essoufflé. Il demeure très essoufflé, pourquoi ? Vous avez compris, son infarctus est de taille importante, la capacité contractile du cœur est très réduite,
On parle aux patients d'insuffisance cardiaque. On utilisait déjà ce terme à l'époque. On savait exactement à quoi on avait affaire. Mais à l'époque, on avait peu de possibilités thérapeutiques. Donc on expliquait aux patients, on n'a pas grand-chose comme traitement, vous faites de l'insuffisance cardiaque, on a besoin de vous surveiller beaucoup, il faut revenir à l'hôpital si vous allez mal. Et très souvent, donc, il y avait une aggravation de la situation. Et ce monsieur, donc en 1984, eh bien, il décède d'insuffisance cardiaque terminale 1 an après son infarctus. Ce n'est pas une situation réelle, mais des patients comme ça, j'en ai vu beaucoup. Donc croyez-moi, c'était des choses qui étaient très fréquentes. Eh bien, on va faire l'exercice de se replacer donc en 2016 avec le même type de situation. Monsieur X, 70 ans, il est né 32 ans après, et donc en 2016, il présente un infarctus du myocarde de taille importante, toujours hospitalisé à l'hôpital cardiologique de Lille, donc j'ai fait un copier-coller du départ. Et puis j'ai rajouté en jaune les choses qu'on ne savait pas faire en 1984, qu'on sait faire maintenant. Donc il est traité en urgence par une dilatation coronaire. Vous vous souvenez l'image que j'ai montrée du stent. Ça a commencé dans les années 2000, donc il y a une bonne 15-20 ans, mais ce n'était pas fait en 1984. On lui donne immédiatement un traitement, donc avec des médicaments. Bon, je ne détaille pas, mais des médicaments pour les plaquettes du sang, pour que le cœur ne se dilate pas trop, des médicaments pour le cholestérol. Après une semaine d'hospitalisation, c'était 3 semaines en 1984, maintenant c'est 1 semaine. Il retourne à domicile, il est un peu fatigué, il a le droit après un truc pareil, mais on lui parle de bonne récupération du cœur. Donc le discours du cardiologue est déjà plus optimiste qu'il n'était il y a 30 ans. Et puis après, je me projette dans ce qui va se passer, donc je ne sais pas, mais c'est vraiment la pratique que l'on a actuellement. En 2036, donc dans 20 ans, monsieur Y, ce monsieur, donc il a 90 ans. Il consulte chez son cardiologue par prudence tous les ans, mais il n'a aucun problème cardiaque depuis 20 ans. Vous voyez la différence de pronostic entre ce qui se passait donc en 1984 et 2016 sur cette pathologie. Et pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que tout ce que j'ai mis en jaune, les thérapeutiques dont vous avez compris qu'elles étaient clés pour avoir amélioré de manière colossale le pronostic des patients, toute cette thérapeutique n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu de la recherche. Le stent, ce n'est pas quelqu'un qui a dit un jour je vais mettre des stents et puis on s'est mis à mettre des stents chez tout le monde. Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de patients qui ont été comparés entre stent ou pas stent, tel type de stent, autre type de stent, pour savoir si on améliorait les choses. Les médicaments pour les plaquettes du sang, les statines, les bêta-bloquants, les médicaments qui jouent sur le remodelage du cœur, ils ont tous été comparés dans des études contrôlées, dans de la recherche tout à fait prospective, pour avoir la démonstration que ça marche. Et donc moi j'ai vu entre 1984 et 2016 50, 100 études qui ont été faites dans ce domaine, et toutes ces études mises bout à bout, eh bien, elles améliorent le pronostic des patients. Et donc c'est un gros bénéfice pour les gens qui font des infarctus maintenant par rapport à ceux qui en faisaient il y a 30 ans. D'où l'importance, quand on peut, quand on est sollicité, de participer donc à ces recherches qui améliorent donc les traitements. Voilà, donc je vais laisser la parole donc à Florence qui va vous parler de recherche, et je crois qu'on a prévu de faire une discussion conjointe à la fin. Donc pas de questions maintenant, mais des questions pour nous deux après son exposé. Je vous remercie. Donc maintenant, on va être sur le versant de la recherche. Donc le professeur Christophe Botters vous a montré qu'on avait beaucoup amélioré la prise en charge des patients, mais on a toujours quelques problèmes avec certains patients. Et donc c'est pour ça que l'on travaille ensemble. Et là, je vous ai résumé un petit peu ce qui se fait entre l'hôpital et l'Institut Pasteur de Lille. C'est ce qu'on appelle, on fait de la recherche translationnelle. Pour découvrir des biomarqueurs qui vont être associés aux maladies cardiovasculaires et en particulier au risque de décès des patients atteints d'insuffisance cardiaque. Alors, je vous ai mis des mots qu'on utilise tout le temps quand on fait de la recherche translationnelle. De la paillasse au lit du malade. Donc, de la paillasse, c'est ce qu'on fait dans le laboratoire. Et au lit du malade, c'est les patients
qui sont hospitalisés à l'hôpital cardiologique, dans le service du professeur Boters et d'autres cardiologues avec lesquels on travaille. Et vous voyez, je vous ai représenté ici, donc on a les cohortes de patients, donc les fameuses études dont il vous a parlé et sur lesquelles on va revenir, et on a tout un panel de technologies qu'on va utiliser pour trouver des biomarqueurs. Donc ça sera pour l'aspect clinique. Mais nous, on continue aussi dans le laboratoire d'essayer de comprendre donc, tous ces biomarqueurs, pourquoi ils vont être associés aux pathologies, et on essaye de comprendre pourquoi, avec un objectif qui pourrait d'améliorer encore les thérapeutiques. Alors, pourquoi étudier le comportement des protéines du cœur? Donc, Christophe Boters vous a montré la pathologie, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur. Et si on revient un peu c'est quoi le cœur? C'est comme une voiture. Et vous savez que pour une voiture, pour qu'elle fonctionne, il faut lui mettre de l'essence dedans, il faut qu'il y ait des roues. Et en fait, le cœur, l'essence, ça va être le sang. Et il vous a bien montré que quand il y avait une occlusion, le sang ne passe plus. Et donc, le cœur ne bat pas ne se contracte pas, n'est pas dans les bonnes conditions. Et pour que le cœur se contracte, il faut aussi que toute la machinerie dans le cœur fonctionne normalement. Donc l'idée était de se dire que quand il y a un problème, un infarctus, une occlusion, il va se passer quelque chose au niveau des protéines et au niveau de la machinerie du cœur. Donc comment on va aborder ce type de recherche? Donc on pourrait se dire, on va analyser le comportement des molécules des protéines dans le cœur, entre un cœur qu'on va dire normal et un cœur malade, en sachant que c'est quelque chose qui est déontologiquement pas possible, parce que c'est pas parce que vous allez avoir un infarctus qu'on va vous faire une biopsie du cœur pour essayer d'analyser les protéines qui peuvent être anormales au niveau du cœur dues à un infarctus. Donc on va essayer de travailler au niveau du plasma, donc d'où l'intérêt des études cliniques, c'est donc de pouvoir avoir des prélèvements de plasma de patients qui ont fait un infarctus ou qui vont être suivis dans le cadre des études cliniques. Alors là, je vous ai mis une diapo qui est un petit peu compliquée, qui est une diapositive que je présente en général aux étudiants pour leur expliquer pourquoi il faut travailler. Et donc là, j'ai voulu vous présenter un petit peu la diversité de ce qu'on appelle la diversité fonctionnelle chez l'homme par rapport à des invertébrés, comme par exemple une bactérie, un ver, ou même par rapport à des espèces murines comme le rat ou la souris. Donc l'ADN, vous avez tous entendu parler du génome humain. Donc vous voyez ici, on a à peu près, il y a 23 000 gènes. 23 000 gènes, vous voyez bien, bon ici on n'est pas 23 000, mais vous voyez bien que dans la population, on a une diversité qui est quand même plus importante que 23 000 catégories de patients. Et en fait, vous avez une molécule d'ADN qui va être transformée en une molécule d'ARN et qui va être ensuite traduite en protéines, et en plus les protéines vont pouvoir subir des modifications qui vont être différentes. Et aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler, c'est que les protéines, c'est ce qu'on sait en général doser dans le sang. Quand vous allez doser le cholestérol, vous savez, vous avez, si vous regardez, vous avez HDL, LDL, ou vous allez doser vos ApoB, ou on va vous doser, vous allez avoir une glycémie. Donc ça, ce sont des molécules, ce qu'on appelle les protéines. Mais on sait aussi qu'on a des nouvelles molécules qui ont été découvertes il y a une dizaine d'années, qu'on appelle les ARN non codants, qui vont être capables d'intervenir sur les protéines. Et on travaille sur les protéines, mais là, ce que je vais vous présenter, c'est des travaux qu'on a fait sur ces molécules qu'on ne connaissait pas justement quand Christophe Boters vous parlait en 1984. Donc, c'est des choses qui ont été découvertes par la recherche, par ce qu'on appelle les biologistes fondamentalistes, qui vont être ces petites molécules, les ARN non codants, donc qui portent des noms un petit peu bizarres. miRNA, en fait, c'est pour micro-ARN, donc des molécules de très petite taille qui font 22 paires de bases, donc c'est tout petit. Et on a ce qu'on appelle la dernière série de molécules, les LNCRNA, qui en fait sont un nom anglais qui veut dire Long Non-Coding RNA. Donc en fait, c'est pour les différencier des petits ARN. Donc c'est les ARN longs, parce qu'ils ont une taille qui est au moins 10 fois supérieure aux petits ARN.
mais qui ne codent pas pour une protéine, mais qui vont intervenir sur l'expression de cette protéine. Et vous allez voir comment on a été étudier ce type de molécules dans les études cliniques qui ont été coordonnées par le professeur Boters. Donc vous avez vu, on utilise, comme il vous l'a dit, on utilise toujours cette image, on en revient toujours à la base, le cœur après un infarctus, en fonction de la taille de l'infarctus, va se dilater, peut même atteindre une taille très importante. Et nous, en fait, ce qui est quantifié quand on vous fait une échographie, et ce qui a été fait dans le cas de cette étude dont je vais vous parler, c'est qu'on va mesurer la taille du ventricule gauche, alors au bout de quelques mois, on va dire 1 an, par rapport à la taille du ventricule gauche au moment où vous avez été hospitalisé pour un infarctus. Et le delta, ce qu'on appelle le delta de VTG, va être ce que l'on appelle le remodelage ventriculaire. Et on sait que même si on sait soigner un infarctus, on a une prise en charge qui est excellente, puisqu'il n'y a que 5% des patients qui vont mourir d'un infarctus, mais on sait qu'il peut y avoir des conséquences délétères, donc notamment un développement d'insuffisance cardiaque. Et on sait que développer une insuffisance cardiaque est associé à un risque de décès qui peut être important. Donc en BELA, vous voyez l'étude REV2. Alors REV2, vous savez, on n'est pas très imaginatif. REV2, ça veut dire RE, c'est remodelage, et VE, c'est ventricule. Donc pour nous, comme ça, on situe comme ça bien les études. Je vais vous parler après d'une autre étude qui s'appelle 1K. 1K, c'est insuffisant cardiaque. Donc vous voyez, comme ça, pour nous, on mémorise, on sait tout de suite à quelle étude on se rapporte. Donc vous voyez là, la petite étoile noire, IDM, infarctus du myocarde. Donc dans cette étude, les patients qui ont été hospitalisés à l'hôpital cardiologique, mais aussi dans d'autres centres hospitaliers dans la région de Nord-Pas-de-Calais, parce que c'est une étude du Nord-Pas-de-Calais plus Caen. Donc les patients qui étaient hospitalisés pour un infarctus, donc après la prise en charge, donc le professeur Christophe Boters les voyait, il leur demandait s'ils voulaient participer à cette étude. Et vous voyez, on leur demandait... Est-ce que vous êtes d'accord si vous participez à cette étude, donc d'avoir un prélèvement supplémentaire, donc une prise de sang supplémentaire pour qu'on puisse récupérer du plasma et du sérum. Vous avez aussi l'échographie qui était faite au moment de l'hospitalisation. Alors vous voyez, c'est ce que j'appelle inclusion. Inclusion, c'est le patient qui va être inclus dans l'étude. Donc il peut accepter. Donc à partir du moment où il accepte, on lui dit... Alors, bien sûr, dans cette étude, il faudra revenir à l'hôpital au bout d'1 mois pour une autre prise de sang, parce que nous, on veut suivre. Vous voyez bien que le cœur, on voit bien qu'il évolue sur l'année. Donc, nous, on voulait voir comment ça se passait au niveau du plasma. Parce qu'on se disait, ce qui se passe au niveau du plasma reflète ce qui se passe au niveau du cœur. Donc, au bout d'1 mois, il fallait revenir à l'hôpital pour une prise de sang. On leur demandait de revenir 3 mois après. Encore pour une prise de sang et puis une échographie, parce qu'on voulait vraiment vérifier ce qui se passait au niveau de la dilatation du cœur. Et finalement, au bout d'1 an, donc où on avait à nouveau une prise de sang et une échographie qui permettait vraiment, dans ce cas-là, de quantifier le remodelage. Le delta entre le volume du ventricule gauche au bout d'1 an par rapport au volume du ventricule gauche au moment de l'hospitalisation. Alors, il faut bien savoir que dans cette étude, il y a eu très peu de perdus de vue. Les patients ont accepté de revenir, d'être suivis pendant 1 an, en sachant que même si vous avez accepté au moment de l'hospitalisation de faire partie de cette étude, vous avez tout à fait le droit d'arrêter parce que vous n'avez pas envie, vous déménagez, vous êtes parti. Mais bon, on a pu avoir quand même pour cette étude 226 patients. Donc, c'est pas anodin, c'est, je dirais, l'étude qui, à mon avis, actuellement, est l'étude qui a recruté le plus de patients qui ont été suivis pendant 1 an avec une caractérisation du cœur extrêmement importante et très détaillée. Des prélèvements qu'on appelle sériés, parce que pour le même patient, vous voyez, on a 4 prélèvements. Puis après, nous, on les techniquait pour récupérer et du plasma et du sérum. Et en fait, on va utiliser ces échantillons pour nos études et pour rechercher des biomarqueurs. Alors, en pratique, comment on va faire ?
Donc ici, vous avez une courbe qui vous représente, en fait, donc comme je vous l'ai dit, il y avait 226 patients. Alors on a des techniques qui coûtent extrêmement cher, donc qui étaient un petit peu compliquées pour dire, bah là on va faire les 226 patients, on va doser dans tous les sens. Donc on a eu l'idée de regrouper les patients par rapport à leur delta justement de remodelage ventriculaire gauche. Et donc vous voyez bien que sur le début de la courbe, donc le rond rouge que j'ai mis, groupe sans RVG. Donc vous voyez bien qu'il y a des patients qui font un infarctus, qu'on a suivi pendant 1 an. Pas de problème, ils ont parfaitement récupéré. Donc pour nous, ce sont des contrôles idéaux, parce que ce sont des patients qui ont eu l'événement, un infarctus, qui sont traités. Et on va les comparer au même type de patients qui ont eu l'événement et qui sont traités, mais qui malheureusement pour eux, vous voyez, c'est ceux qu'on a mis en haut, qui ont eu un remodelage très élevé du ventricule gauche. Donc en fait, on va faire une étude avec 2 groupes qui sont complètement contrastés. Et je vous ai remis ici le petit schéma de l'étude REV2, et on a fait ça sur le premier prélèvement, donc au moment de l'hospitalisation. Donc c'était un choix de se dire, ce qu'on veut, c'est de trouver des facteurs qui vont être prognostiques, qui peuvent expliquer, attention, peut-être cette molécule va permettre de prédire que ce patient va avoir un remodelage important. Donc comment on fait ça? Donc pour nos petites molécules, donc, enfin pas des petites puisque c'est des grosses molécules, donc les ARN non codants, donc vous voyez qu'on en a criblé, il en existe 33 000. Donc vous voyez, c'est énorme, ça nous donne énormément de données, et donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas le faire sur les 226 patients, c'est pour ça qu'on avait fait des groupes de 15 patients. Alors après, on utilise des analyses statistiques, donc je vous ai mis un vulcanoplot, et vous voyez que donc, sur les 33 000, on avait 768 molécules qui étaient sorties différentiellement exprimées, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le même niveau entre les patients qui n'avaient pas remodelé, donc le groupe du bas, et les patients qui avaient beaucoup remodelé. Et donc, en fait, on se rend bien compte que pour des problèmes de coût, on ne pouvait pas tout doser. Donc, on a fait d'autres analyses et on a fait une sélection et on a décidé, donc vous voyez que par rapport à l'intensité du signal, parce qu'il fallait savoir bien les quantifier de manière correcte, une détection stable. Vous voyez, l'entonnoir s'est encore réduit. On est passé de 768 molécules à 7 molécules. Donc là, c'est l'étape recherche. On trouve des cibles, mais ensuite, on n'en est qu'à la première étape. Deuxième étape, il va falloir valider ces molécules qu'on a identifiées. Et on va repartir sur notre étude, parce que vous avez bien vu, on avait fait des groupes de patients. Donc là, on va prendre ces 7 molécules qui étaient sorties à la fin de l'entonnoir et on va les quantifier dans tous les prélèvements des patients de l'étude REV2 sur le premier prélèvement. Et vous voyez qu'on a trouvé 2 molécules, donc à partir de 7, on est arrivé à 2, et on s'est rendu compte que comme elles étaient fortement corrélées, on avait besoin que n'en utiliser qu'une seule. Donc on a considéré qu'on avait une molécule qui était validée et corrélée. Alors on l'a appelé, voilà son petit nom, on l'a appelé LIPCAR. Alors LIPCAR, c'est pour longue intergénie, enfin bon, je ne vais pas vous dire, mais bon, c'est un marqueur LNCRN qui est prédicteur du remodelage, donc LIPCAR. Donc je vais utiliser que ce nom-là après. Donc là, on l'a identifié. Et qu'est-ce qu'on en a fait? On a voulu comprendre comment fonctionnait cette molécule. Et comme vous savez, l'étude REV2, il y avait 4 prélèvements. Donc on a voulu voir vraiment si cette molécule, LIPCAR, était associée au remodelage. Donc ça, c'était notre première étape. On a tous nos prélèvements. On va pouvoir aller voir si vraiment on a une association entre le niveau de cette molécule et l'évolution du remodelage chez les patients, et en comparant par rapport aux patients qui ne développaient pas un remodelage. Et comme on avait l'opportunité, grâce à nos collaborations avec l'hôpital cardiologique, d'avoir accès à des patients insuffisants cardiaques, donc déjà malades, comme vous l'a dit Christophe Botters, donc le groupe 1K, on a été voir quel était le taux de cette molécule chez ces patients. Avec l'idée derrière, c'était des patients qui étaient suivis. On savait que malheureusement, un certain nombre de ces patients décédaient dans les 3 ans
après être venus à l'hôpital cardiologique pour un bilan pour leur insuffisance cardiaque. On voulait voir si cette molécule, qui semblait pouvoir être associée au remodelage, pouvait aussi prédire une mortalité précoce chez les patients insuffisants cardiaques. Donc, première question. Donc, vous voyez, alors là, je vous montre des résultats tels qu'on les présente dans les articles scientifiques, hein, tels qu'on les a publiés. Donc là, en plus, on l'avait refait pour une revue française. Donc, vous voyez que le premier schéma vous présente le taux de cette molécule chez les patients 1 an après l'infarctus. Alors, je ne vous ai pas mis la figure d'avant qui montrait qu'on voyait que le taux de l'IPCAR augmente avec l'évolution et la dilatation du ventricule gauche. Et vous voyez après que dans les populations d'insuffisants cardiaques, ce taux de cette molécule est encore plus élevé. Alors, quand j'ai séparé les insuffisants cardiaques en ischémiques et non ischémiques, c'est parce qu'il y a des patients qui sont insuffisants cardiaques sans avoir eu un infarctus. C'est ça que ça... Ischémie veut dire vous avez eu une occlusion. Donc là, on voyait que le taux de cette molécule était associé au remodelage post-infarctus et qu'il y avait une association avec le fait d'avoir une insuffisance cardiaque. Mais est-ce que c'était une molécule qui pouvait prédire une évolution délétère telle que le décès des patients? Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, on a un premier marqueur qui permet de détecter les patients qui sont à risque élevé d'avoir une mortalité, de décéder pour une cause cardiovasculaire dans les 3 ans après avoir eu l'évaluation de l'insuffisance cardiaque. Donc là, c'est l'étape recherche. Il faut bien savoir maintenant, ces résultats ont été essentiellement faits dans des études françaises. On a développé un consortium européen pour quantifier cette molécule dans différentes populations de différents pays européens. Parce que l'idéal, après, ça va être de pouvoir développer, on va dire, un kit de dosage qui permettrait d'être utilisé à l'hôpital. Pour l'instant, on a un dosage, on revient paillasse, donc du laboratoire. Et en fait, là, on est sur des délais qui vont être très longs. Si l'équipe qui travaille sur ces sujets, donc entre des scientifiques, des cardiologues, alors moi, il m'arrive d'aller à l'hôpital et puis les cardiologues viennent à l'Institut Pasteur de Lille pour qu'on échange sur ces travaux de recherche qui sont toujours en cours. Je vous remercie.